Ça bouge à nouveau en Ukraine. Des partisans pro-russes se seraient emparés de l'administration régionale de Donetsk. L'est de l'Ukraine est-il lui aussi menacé? La Crimée, elle semble totalement hors de contrôle des forces ukrainiennes. On fait le point dans un instant avec notre envoyé spécial dans la région, Johan Baudin. Le procès d'Oscar Pistorius reprendra demain à Pretoria. La séance est désormais terminée. Première audience marquée par l'ouverture ce matin donc, de ce procès, une journée où les témoignages se sont succédés, notamment le témoignage à charge d'une voisine. Le champion paralympique, lui, a plaidé non coupable. La justice a 3 semaines pour se décider. Et puis sur le plan comptable, Gravity remporte haut la main cette 86e édition des Oscars. Le film du Mexicain Alfonso Cuarón rafle 7 statuettes. L'autre grand gagnant, c'est 12 Years a Slave, le drame de Steve McQueen, désigné meilleur film de l'année, mais aussi meilleur scénario adapté. Vous regardez France 24, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. La situation semble donc bouger à nouveau en Ukraine. L'Est du pays a vu tout à l'heure débarquer de nouveaux blindés, des troupes pro-russes qui se seraient emparées de nouveaux sites stratégiques en Crimée. Johan Baudin, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial en Crimée. Vous vous trouvez sur la base de Barchiseraï, à 40 km au sud de Simferopol, en direction de Sébastopol, les 2 principales villes de Crimée. On annonce depuis ce matin de nouveaux mouvements de troupes au sol. Quelle réalité du terrain pouvez-vous nous décrire ? Eh bien, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que la neutralisation des bases ukrainiennes en Crimée se poursuit. Une à une, elles sont encerclées, toujours avec le même scénario. Des hommes en uniforme, armés, sans insigne, mais se disant pro-russes, venus ici pour défendre les citoyens russes de Crimée, encerclent ces bases ukrainiennes. Alors, je suis devant la base ukrainienne de Barchiseraï. C'est une base sensible, puisque ici, c'est une base dont les soldats ici sont censés lutter contre la guerre chimique et bactériologique. Ici, c'est un peu tendu. Les chargeurs sont enclenchés entre les soldats des 2 côtés de la barrière que vous voyez derrière moi. Mais aucune action violente, pour l'instant, depuis ce matin, n'a été engagée. Il y a une négociation et cette négociation se déroule entre un officier russe et un commandant ukrainien. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette armée ukrainienne qui compte 15 000 hommes ici en Crimée semble totalement clouée dans ses casernes. Elle a perdu presque toute possibilité d'action. Elle garde ses armes, mais est cantonnée dans ses casernes. Voilà, vous dire qui semble confirmer cette information qu'on apprend à l'instant, Johan. La flotte russe aurait sommé les forces ukrainiennes en Crimée de se rendre avant 3 heures GMT. C'est une information de l'agence Interfax qui cite une source proche du ministère ukrainien de la Défense. Johan, les Russes qui ont enregistré par ailleurs un nouveau coup ces dernières heures en s'emparant du terminal cargo de Kerch, un point stratégique. Oui, effectivement, puisque Kerch est un point important. C'est un canal qui relie la Russie avec l'est de la Crimée. Il y a ici un terminal cargo essentiel, stratégique. Il y a quelques heures, les forces pro-russes ont du moins entouré ce terminal cargo. Il faut savoir que désormais, quasiment la totalité du territoire de Crimée est donc passé sous contrôle des forces pro-ukrainiennes. Le sud, Sébastopol, c'est acquis. Le centre, désormais, c'est en cours. L'est, c'est en cours. Le nord est sous le contrôle des forces, des milices pro-russes. Johan Baudin en direct donc de Crimée, vous l'aurez compris, le ton est donc loin de s'apaiser avec cet ultimatum donc que l'on vient d'apprendre, la flotte russe qui somme les forces ukrainiennes en Crimée de se rendre avant 3 heures heure GMT. Dans le reste du pays, les populations russophones semblent s'appuyer sur ces dernières avancées pour faire entendre leur voix. À Donetsk notamment, 300 manifestants pro-russes ont pris tout à l'heure d'assaut l'administration régionale.
Cette ville de l'Est de l'Ukraine est aussi le fief du président déchu Viktor Yanukovych. Des derniers rebondissements alors que l'activité diplomatique a redoublé d'intensité aujourd'hui. Les ministres européens des Affaires étrangères sont actuellement réunis à Bruxelles pour tenter de s'entendre sur une position commune à adopter. Entre partisans d'une ligne dure et tenants d'un dialogue, la communauté internationale est profondément divisée. Ban Ki-moon également a lui aussi reçu tout à l'heure la partie russe, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, qu'on écoute tout de suite. Je vous le répète, il s'agit de défendre nos citoyens, nos compatriotes, défendre un droit humain fondamental, le droit de vivre. Ceux qui décrivent la situation en parlant d'actes d'agression et qui nous menacent de sanctions et de boycotts sont les mêmes partenaires qui ont toujours encouragé les forces politiques qui leur sont proches à poser un ultimatum, à refuser le dialogue et à ignorer le sort des régions au sud et à l'est de l'Ukraine, entraînant au final la polarisation de la société ukrainienne. Et Sergueï Lavrov qui est par ailleurs revenu sur les récentes déclarations du secrétaire d'État américain. Les menaces de John Kerry sont inacceptables, a-t-il dit. Le chef de la diplomatie américaine avait déclaré ce week-end que la Russie s'exposait à de très graves répercussions si elle persistait dans, je cite, son incroyable acte d'agression contre l'Ukraine. Dans le reste de l'actualité, il y a aussi ces témoins qui se succèdent depuis ce matin à la barre du tribunal de Pretoria. Le procès d'Oscar Pistorius est ouvert 1 an après l'assassinat de sa compagne, Riva Steenkamp. La matinée aura été marquée par le récit à charge d'une voisine. Avant cela, le champion paralympique avait pris la parole pour plaider non coupable, l'athlète qui risque 25 ans de prison. Entouré d'une nuée de caméras, Oscar Pistorius pénètre dans le tribunal de Pretoria, le visage fermé. Face à lui, dans la salle d'audience, une seule juge et une première question. Comprenez-vous les chefs d'accusation, monsieur Pistorius? Oui, votre honneur. Que plaidez-vous? Non coupable, madame le juge. Non coupable d'avoir assassiné Riva Steenkamp, sa petite amie mannequin de 29 ans, le jour de la Saint-Valentin 2013. Il soutient que ce matin-là, il l'a prise pour un cambrioleur. Pour se défendre, il a fait appel à des experts américains en balistique et en criminologie. Tout pour convaincre la juge qu'il s'agissait d'un accident. Une thèse à laquelle n'a jamais cru la famille de la victime. Sa mère, June Steenkamp, est arrivée tôt à l'audience. Elle s'est assise au premier rang pour, dit-elle, forcer Oscar Pistorius à la regarder dans les yeux et qu'il voit la douleur et l'angoisse qu'il lui a causée. Pendant 3 semaines, les témoins vont se succéder à la barre. Une voisine des Pistorius vient de déclarer qu'avant les coups de feu, elle a entendu les cris terribles d'une femme. D'autres témoins de la défense viendront dépeindre un homme violent, paranoïaque, obsédé par les armes à feu. S'il est reconnu coupable de meurtre avec préméditation, Oscar Pistorius encourt au minimum 25 ans de prison. Une image à présent, celle de ces longues files d'attente à Kunming en Chine. Vous les voyez, ces habitants qui ont fait la queue toute la journée pour donner leur sang. La Chine qui est toujours sous le choc après l'attaque sanglante menée dans la gare de la ville ce week-end. Je vous en rappelle son bilan, 29 morts et 130 blessés. Nous retrouvons sur place notre correspondante Clémence Dibou. Bonjour Clémence. 2 jours après cette attaque, la peur semble régner dans la ville. Le pays, lui, est toujours sonné. Oui, avec un déploiement militaire et policier important, notamment dans la capitale, la Chine montre ses muscles en réponse à ce qu'elle appelle désormais son 11 septembre chinois. La police a d'ailleurs annoncé avoir d'ores et déjà arrêté un suspect, l'un des auteurs présumés de l'attaque, sans pour l'instant donner plus de précision. La population, quant à elle, semble très marquée. Les messages de condoléances et de soutien aux familles des victimes se succèdent sur les réseaux sociaux, notamment Weibo, contrôlés par le gouvernement. Mais ce qui fait le plus réagir les internautes en ce moment même, c'est le message de soutien et de condoléances de l'ambassade des États-Unis, publié sur ce même réseau social Weibo. Un message pourtant a priori chaleureux qui condamne, je cite, un acte de violence terrible et absurde, finissant le message en exprimant des condoléances pour cette tragédie. Oui, mais voilà, concrètement à la Russie, le message américain ne parle pas d'actes terroristes et ça fait hurler les internautes chinois qui sont nombreux à réagir et qui dénoncent un système de 2 poids, 2 mesures concernant la violence des séparatistes ouïghours.
Une inquiétude, Clémence, actuellement, le risque de voir dans les prochaines heures la population s'en prendre à la minorité musulmane ouïghour, une communauté qui se fait très discrète, n'est-ce pas ? Oui, et ce matin, certains médias chinois craignent des représailles envers cette communauté ouïghour complètement silencieuse, aucune réaction. Les Ouïghours ont plutôt tendance à se cacher, à ne pas vouloir parler aux médias et plusieurs journaux appellent d'ailleurs à rejeter la discrimination dont fait parfois preuve cette communauté très présente dans les grandes villes comme Pékin ou Shanghai et demande à faire cause commune avec eux contre le terrorisme. Clémence Dibou en direct de Pékin, merci. L'actualité en France, c'est cette contre-attaque de Jean-François Copé, accusé la semaine dernière par Le Point d'avoir favorisé des proches avec l'argent de son parti. Le président de l'UMP riposte avec 2 textes sur la transparence financière, 2 propositions de loi pour les partis mais aussi les médias. En attendant, il promet de dévoiler la totalité des comptes du mouvement. On l'écoute. Depuis quelques jours, ma personne, mes proches sont l'objet d'une véritable chasse à l'homme. Je veux dire aux Françaises et aux Français que j'ai toujours exercé mes fonctions avec droiture et avec honnêteté. Je ne suis dupe de rien. Les Français non plus ne sont dupes de rien. Les ficelles sont tellement grosses, à quelques semaines de scrutins très importants pour notre pays. Le tout Hollywood était réuni hier soir à Los Angeles. Vous l'avez peut-être suivi en direct. La 86e cérémonie des Oscars a récompensé les meilleures performances de l'année. Comme attendu, les favoris ont répondu présents au palmarès. 12 Years a Slave ou encore Gravity décroche parmi les plus belles statuettes. Petit rattrapage si vous n'avez pas suivi, c'est avec Florence Gaillard. Ambiance potache avec Hélène DeGeneres. L'animatrice mène la cérémonie pour la 2e fois. Entre le selfie qui a fait exploser Twitter et la livraison de pizza improvisée, elle remporte un joli succès. Mais c'est le couronnement de 12 Years a Slave qui restera dans les annales. L'histoire d'un homme libre, kidnappé et réduit en esclavage pendant 12 ans dans le sud des États-Unis remporte l'Oscar du meilleur film. Une première pour un réalisateur noir. Chaque personne mérite non pas de survivre, mais de vivre. C'est le message le plus précieux de Solomon Northup. Je dédie cet Oscar à tous ceux qui ont enduré l'esclavage et aux 21 millions de personnes qui souffrent encore de l'esclavage aujourd'hui. Matthew McConaughey. Côté acteur, Leonardo DiCaprio essuie un nouvel échec. Il s'incline devant Matthew McConaughey pour son rôle de cow-boy atteint du sida dans Dallas Buyers Club. La favorite Cate Blanchett est sacrée meilleure actrice. À ceux qui, dans l'industrie du cinéma, s'accrochent bêtement à l'idée que les films de femmes, avec des femmes pour sujet, ne sont qu'une niche, ce n'est pas vrai. Le public veut les voir et en plus, ces films rapportent de l'argent. Alfonso Cuarón. Très belle soirée, surtout pour Gravity, qui remporte 7 Oscars, dont ceux de la photo, de la musique et des effets spéciaux. Surtout, Alfonso Cuarón est sacré meilleur réalisateur. Il a remercié son actrice Sandra Bullock et son fils et co-auteur, Jonas Cuarón. Voilà, très bonne ambiance hier soir à Los Angeles. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour un nouveau point complet sur l'info. À tout à l'heure.